Un mois après la spectaculaire évasion de Redouane Faïd, le ministre de la Justice Nicole Belloubet s'active pour combler les failles de l'administration pénitentiaire. Des failles plus que jamais présentes alors que le nombre de détenus a une nouvelle fois battu un triste record. Alors que la France est le premier pays producteur et consommateur de vin rosé, un petit nouveau pousse la porte de nos caves, le vin bleu. Ce breuvage du 3e millénaire et qui nous vient d'Espagne se rêve déjà en véritable concurrent du rosé. Madame, monsieur, bonsoir. Coup de balai dans les prisons, confronté aux nombreuses failles du système carcéral. Le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé lundi la réorganisation de l'administration pénitentiaire. Évasion, prise d'otages et autres agressions, les prisons françaises vivent des jours compliqués. Un mois après la spectaculaire fuite en hélicoptère du braqueur Redouane Faïd de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est réveillé de sa torpeur. Lundi, alors que 2 détenus venaient de se faire la malle de la prison de Colmar et qu'une infirmière a été brièvement prise en otage par un détenu dans la prison de Salon de Provence, le garde des Sceaux a dévoilé les conclusions du rapport de l'inspection générale de la justice. Le premier point s'attache à relever une conjonction de failles de sécurité qui ont parfaitement été exploitées par un commando aux méthodes paramilitaires. Parmi ces failles de sécurité, on relève l'absence de filins anti-hélicoptères sur la cour d'honneur, une problématique liée au positionnement d'une porte d'intervention qui donnait de cette cour d'honneur et qui permettait d'avoir accès au parloir. Il faut également ajouter à cela un dispositif d'appel d'urgence défaillant du côté des forces de l'ordre, alors même qu'il avait été testé le matin même. Des failles multiples et régulièrement mises en évidence alors que le nombre de détenus garnissant les prisons françaises vient de battre un nouveau record. En effet, au 1er avril, 70 367 individus étaient incarcérés, faisant une nouvelle fois exploser la surpopulation carcérale. Face à cela, Nicole Belloubet a dévoilé une série de mesures pour relancer une administration à la peine. Ainsi, pour lutter contre la prolifération des téléphones portables dans les cellules, des brouilleurs devraient être installés sur tout le territoire. Une mesure qui ne traite pas le problème à la racine, à savoir la capacité des détenus à introduire des objets extérieurs dans l'enceinte carcérale. En réponse, le garde des Sceaux a confirmé sa volonté d'installer des téléphones fixes dans les centres pénitentiaires. Une réponse libérale classique à un problème. Face à une difficulté, l'autorité autorise ou légalise un interdit pour couper court à la subversion. Le même procédé est d'ailleurs observable avec la légalisation du cannabis par exemple. Autre mesure timide, la création de 15 postes supplémentaires dédiés à la prévention des évasions de grands criminels. Un faible recrutement qui ne résoudra pas le manque d'effectifs pénitentiaires dans des prisons surpeuplées. Si par ces déclarations, le garde des Sceaux tente de cacher la misère sous le tapis, les agents pénitentiaires semblent plus que jamais démunis face à la situation, alors même que Nicole Belloubet avoue des difficultés de communication entre l'administration centrale et les équipes sur le terrain. Comprendre, Madame Belloubet est bien incapable de faire face aux défis pénitentiaires. Le vin bleu débarque dans nos verres ballons. Cette espèce atypique et originale venue d'Andalousie a débarqué dans le sud de la France. 100% naturel, ce nectar entend séduire sur le terrain marketing. Olivier Frère-Jacques. Le vin bleu débarque sur le marché français. Le Vindigo, qui nous vient d'Andalousie, est naturellement bleu et fabriqué à base de chardonnay. Et c'est bien sur cet aspect naturel et très original que les promoteurs de cette boisson entendent marquer les esprits. Après le rouge, le blanc et le rosé, le vin bleu espagnol tente donc de se faire une place dans les caves ou plutôt sur les terrasses. Et le défi n'est pas peu audacieux tant les habitudes ont la vie dure en matière de vin. Une entreprise de Sète vient de se lancer dans la commercialisation de ce chardonnay de couleur bleue. Une image qui a de quoi séduire les estivaliers, le bleu rappelant tout aussi bien un beau ciel dégagé que la couleur de la mer, une robe turquoise qui n'est cependant due à aucun ajout artificiel. Ce sont des œnologues espagnols qui ont mis au point ce vin à partir d'un vin blanc. C'est à l'aide d'une seconde macération avec des pots de raisin noir que le miracle bleu se produit. L'entreprise sétoise qui se jette dans ce commerce couleur Méditerranée a commandé pas moins de 35 000 bouteilles pour la saison, vendues à 12 € l'unité. Et pour le moment, c'est un succès qui devrait permettre de diffuser la vente à d'autres villes, Bordeaux étant la prochaine cible de l'entreprise.
Ce vin fruité, au goût de cerises, de mûres et de fruits de la passion, a tout pour plaire et s'intégrera bien à un cadre festif. Une nouveauté qui n'en est pas complètement une, puisque les amoureux de la Corse ont déjà croisé la route d'autres vins bleus, le Limaginette et le Calavergia. Le succès de ce vin bleu ne veut pas pour autant dire qu'il prendra vraiment une place de choix dans la consommation d'alcool en France. En effet, si les vins rouges et blancs peuvent se vendre à des sommes faramineuses et ne souffriront pas de cette concurrence, le vin bleu va se battre sur le terrain du rosé, qui est lui le vin festif de l'été. La France en est le premier exportateur mondial avec 32% de part de marché, mais aussi le premier consommateur avec en moyenne une vingtaine de bouteilles par an et par Français. Il faudra donc redoubler d'inventivité marketing pour les marchands de vin bleu s'ils veulent titiller le rosé. C'est l'été, vous l'aurez sans doute remarqué, l'actualité est moins brûlante et c'est donc l'occasion de voyager. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Bretagne à la rencontre de Robert Coudray, un poète ferrailleur. J'adore le bruit de bois. Ici, ça fait à peu près 1 hectare. Il y a 70 cultures animées, une quinzaine de tours. Voilà, ça c'est 25 ans de travail. Et il y en a encore pour moi pour 15-20 ans. J'étais carnavalier à Nantes, je faisais des grands chars de carnaval et à un moment donné, en revenant ici, j'ai eu envie de faire des petites maquettes, des petits automates. Je suis passionné par les inventeurs au 19e siècle qui essayaient de voler avec ce qu'ils pouvaient et qui se cassaient la pipe souvent. Donc ça m'inspire. Tout ce qui est cirque, tout ce qui est gitan, tout ce qui est nomade, tout ce qui est de travers en fait. Ça nous évade, ça... Voilà, on est ailleurs, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans un monde imaginaire. Oui. Ouais. C'est du travail de qualité, hein, le bois, tout ça, tout ce qui travaille, le fer, les soudures et tout ça, c'est vraiment super. Les mécaniques qui sont en mouvement, c'est hyper synchronisé, c'est super impressionnant. Et on passe à présent à l'actualité en bref, et c'est toujours avec Olivier Frère-Jacques. 1 an après l'élection présidentielle en France, certains sont toujours mobilisés sur notre territoire. Ainsi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, la communauté malienne départage 2 champions, Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, et son principal opposant, Soumaïla Cissé. Les locaux de campagne des 2 candidats se situent dans le même immeuble, de quoi assurer une sacrée ambiance. L'adjointe au maire de Montreuil, la communiste Djenaba Keïta, soutient d'ailleurs le président sortant. Il faut dire que ce dernier est tout simplement son oncle. Évidemment, depuis le dépouillement, les 2 camps revendiquent la victoire. À noter qu'en cas de victoire du sortant Keïta, son Premier ministre devrait être Moussa Mara. Ce dernier avait déjà exercé ce mandat entre avril 2014 et janvier 2015. En 2016, Moussa Mara était venu sur le plateau de TV Liberté, un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Yves Lévy, le mari du ministre de la Santé Agnès Buzyn, retire sa candidature à la tête de l'INSERM, organisme public de recherche médicale. Le maintien de M. Lévy, 60 ans, laissait très largement la place à de nombreuses suspicions de conflits d'intérêts. Les services de communication du Premier ministre ont pris acte de cette décision tout en précisant que l'édite procédure permettant d'éviter tout conflit d'intérêts entre l'INSERM et le ministre de la Santé avait été mise en œuvre et en précisant que Yves Lévy sera prochainement appelé à d'autres fonctions, ce qui nous rassure. En attendant, ce dernier est maintenu en intérim à la tête de l'INSERM. Le sadomasochisme nuit gravement à la santé. Le tueur en série allemand Egidus Schiffer a été découvert mort électrocuté dans sa cellule de prison à la suite d'un jeu sexuel en solo. Il avait entouré son pénis et ses tétons d'un fil électrique et avait branché celui-ci sur le courant. Egidus Schiffer, plus connu sous le nom d'Achen Strangler, purgeait une peine de prison à vie depuis 2008 pour avoir violé et étranglé au moins 5 femmes autostoppeuses entre 1983 et 1990.
insolite et de saison. Un nouveau record du monde accompli en cet été 2018. Le Bulgare Jan Petkov, maître nageur de 64 ans, a parcouru 3,38 km à la nage, pieds et poings liés, à l'intérieur d'un sac. Déjà détenteur du record en 2012, il avait été dépassé par un pêcheur d'origine indienne. Cette véritable incarnation du génie européen, Jan Petkov aura passé 3 heures dans son sac. Évitez cependant de reproduire cela chez vous. Les réseaux sociaux détectives des temps modernes. 64 ans après la disparition d'un skieur français, la police italienne a pu retrouver l'identité de ce dernier avec l'aide des médias et des réseaux sociaux. Après un appel lancé par la police fin juin, une Française a répondu après avoir entendu l'information sur une radio et évoqué son oncle, Henri Lemann. Le petit frère du disparu s'est également manifesté et s'est prêté à un test ADN, un test qui a permis d'identifier formellement le disparu. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et cette semaine, Christopher Lann nous parle des bombardements sur Londres entre 1940 et 1944. Le bombardement de Londres par les Allemands, ça se déroule en 2 temps. Premièrement, en 1940, au début de la guerre, vous savez, il y a la bataille d'Angleterre qui se passe dans le ciel. C'est un échec, donc les Allemands commencent à se tourner vers des bombardements de villes anglaises et particulièrement Londres pour toucher au cœur la puissance britannique et le moral des Britanniques, mais face à l'héroïsme de l'aviation et au flegme de la population, eh bien le projet sera abandonné. Et la deuxième phase, c'est 1944, lorsqu'Hitler fait face au débarquement allié, il remet les couverts et il veut à nouveau frapper au cœur les Anglais. Cette fois, ce ne seront plus des raids aériens, mais les fameux missiles V1 et V2. Et ce soir, retrouvé passé-présent, Philippe Conrad évoquera la disparition des marins de la Pérouse dans l'océan Pacifique. Jean-Noël Benoît présentera ensuite son ouvrage Marie Youdina, la pianiste qui défia Staline. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. En une semaine, le hasard m'aura obligé d'effectuer une plongée en région parisienne dans cette espèce de monde parallèle réservé aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent quand ils veulent utiliser une voiture, malgré les nouvelles règles. Et j'ai donc dû en racheter une, tout simplement, la mienne, un 306 break ayant atteint 300 000 km. Les 6 derniers mois ont été consacrés à la recherche de pièces, puis de garagistes dits indépendants pour les faire poser. Et là, déjà, vous vous apercevez qu'il existe une sorte de second marché. Vous achetez des plaquettes ou des pneus par Internet. Un train avant de pneus vous coûte 70 € tout monté. Cet hiver, à la même adresse, ils vendaient des chaînes à 15 € contre 65 en station-service. Mais comme souvent, c'est quand vous vous décidez à faire quelques travaux que la voiture vous lâche vraiment. Alors, vous vous mettez à rôder dans ces parkings où l'on trouve des voitures d'occasion et vous atterrissez chez un marchand qui vend des véhicules non garantis. Et c'est là que le tableau sociologique, le puzzle de la Nouvelle-France s'enrichit d'une pièce intéressante qui colle parfaitement avec toutes les autres, vous allez voir. Donc vous allez dans ce genre de lieu où il y a 2 sortes de clients pour des voitures d'occasion. Et d'ailleurs, il y a 2 types de voitures d'occasion. Celles qui vont de 2 à 5 000 € et qui sont souvent des fourgonnettes ou des berlines de 10 ans ou des petites voitures genre Clio et qui attirent des gens comme moi, c'est-à-dire des gens dont le premier soin sera de rabattre les sièges pour transporter des planches, des légumes, des jardinières ou du bois de chauffage. Et puis vous avez une autre race de voitures d'occasion, rutilantes, celles-là dont les prix vont de 8 à 25 000 €. Et ceux-là, ce sont des pick-up Nissan à vitres fumées, des BMW, des Mercedes dessinés comme des soucoupes volantes, des Chevrolets énormes, des moteurs V8. Et là, il est assez facile de dresser une typologie de la clientèle. Ce sont souvent 2 ou 3 personnes très jeunes, le genre sécurité rapprochée du président, si vous voyez ce que je veux dire, avec un fort accent de l'Est ou du Sud, surtout du Sud. Des gens à cause de qui, vous comprenez, soudain, les panneaux qui figurent à la réception
exception et qui disent le paiement s'effectue uniquement sur virement bancaire. Ni chèque, ni CB, ni chèque de banque, ni espèce. Et qui discutent de manière assez ferme, assez menaçante même, avec l'équipe du marchand d'occasion sur les modalités de paiement en 3 fois, à quoi on leur répond qu'il n'y a aucune modalité de ce genre et que ça se passe en 1 fois par virement bancaire, c'est comme ça. Alors commence un ballet psychologique invraisemblable qui donne l'impression qu'on est dans une banlieue du Pakistan. Ils reviennent pour dire aux vendeurs, viens, je vais t'expliquer un truc, mon copain et moi on te propose ceci et cela. Le vendeur leur dit assez froidement, je n'ai pas le temps, je suis avec ces messieurs-dames. Et ces messieurs-dames, c'était moi, un couple de retraités qui achetait un Kangoo pour 3 000 € et un autre jeune couple qui achetait une Fiesta au même prix. Et tout le monde, ce jour-là, est interrompu sans cesse par ces groupes de jeunes qui viennent du fond du Moyen-Orient, du Kosovo, du Maghreb, et qui discutent le prix du véhicule à 19 500, qui veulent les essayer, qui ne veulent pas laisser leur passeport avant l'essai, qui n'ont probablement pas de passeport d'ailleurs, et à qui on répond, alors si vous n'acceptez pas nos conditions, on en reste là, messieurs. Au bureau, dans l'équipe de vente, ils sont 3, très jeunes, très corrects, plus la secrétaire, des gens visiblement calmes, mais à un moment, l'un d'eux a appelé discrètement au téléphone et on a vu débarquer 3 autres vendeurs venus d'une autre adresse, un peu plus loin sur l'avenue, afin de rétablir une sorte d'égalité numérique, j'imagine, avec des acheteurs de plus en plus menaçants, qui arrivaient aussi par vagues. Mais le pire est qu'après avoir discuté le prix, les accessoires, les modalités de paiement, etc., ces derniers se proposent de payer leurs 19 500 en liquide, ce qu'on leur refuse évidemment, on leur répète virement bancaire en désignant le panneau. Alors là, le ton monte vraiment, ils disent qu'on leur manque de respect, tout ça pendant que Ginette et Jean-Michel, le couple à la Kangoo, attend ses papiers au comptoir et que je verse des arts pour la réservation de la mienne, une petite Ford. À la fin, il y a des motards de la police qui surveillaient le trafic pas loin, qui se plantent au bord du rond-point à côté, et là, bizarrement, les jeunes disent que de toute façon, ils ne veulent plus de la voiture. À quoi le vendeur répond très professionnel, on le regrette, messieurs, mais une autre fois peut-être. Eh bien, cette tranche de vie réveille sans doute quelques souvenirs dans votre mémoire et vous incite peut-être à la réflexion sur le changement de civilisation qui menace l'Europe en ce moment. Faites passer, merci, la chaîne s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube.